On est back. Hi. Ça va, Mélo? Oui. Il m'a fallu un petit peu de temps pendant cette pause pour digérer la chronique que, c'est normal, que c'est notre bien. ami Dauphin a écrit. J'ai eu un peu de mal avec ça. Personnellement, c'est le genre de truc où, comme tu dis, je dis souvent, si ta francophonie, dis-moi que ta francophonie est fragile sans me dire que ta francophonie est fragile. Puis ça me fait juste rire parce que je me dis, genre, c'est quelqu'un qui est assis tout seul à son écran puis qui pense qu'il est vraiment smart. Yeah. Et qui en est vraiment fier, je pense. Et qui pense qu'il va se faire des alliés en critiquant Tim Hortons. Oh, je suis tellement badass, je fais ça. Puis t'es comme, non, t'es juste... Mais en parlant de francophonie, tu as quelqu'un à me présenter. Oui, et ça, parce que c'est toi qui as préparé. Positif, ok, c'est là. toi qui as préparé cette entrevue. Moi, j'ai regardé le contenu de notre invité. Je suis pas mal épaté. Je suis pas mal content aussi de voir ce qui se passe. De la francophonie canadienne hors Québec. De l'autre côté, par rapport à nous. Qui est notre invité, Mélo? Donc, c'est Philippe Rivière, mais il est plus connu sous... Appelons-le Phil. Salut! Hey, Phil! Allô, bonjour, ou devrais-je le dire? Salut les inconnus! Super content d'être ici. C'est vrai que... Je dois vous dire, je suis un grand fan de l'Acadie, puis tout ce qui est rapport à l'Acadie, etc. Donc, je suis super content. Écoute, à Nouvelle-Écosse, j'adore votre accent, puis, man, rock on. Là, je veux tellement aller à l'Acadie un jour. Là. Merci d'avoir invité, c'est super. Nice. Tu devrais venir en 2024. Il y aura le Congrès mondial acadien, puis ça va être un party. Oh, yes. Je recommande à tout le monde. Peut-être avant aussi. Ça là. doit arriver. Mais... On se croise les doigts. Donc, Non, moi, je suis en train de refaire la déco pendant que tu parfait. tu parles. Je vais essayer de trouver comment caler mon galet, là. Ça va être bien. Non, mais vas-y, tu peux parler. Donc, Phil, comment est-ce que tu te décris? Qui es-tu? OK, ben moi, je suis un gars qui fait tellement d'affaires dans la vie que c'est difficile, mais je suis un créateur de contenu francophone, plus spécifiquement franco-ontarien, un fier franco-ontarien. Yeah. Puis, je suis un réalisateur, un designer, je suis un... Colin, j'ai même plus les mots, mais comme je fais plein d'affaires médiatiques, créatives, puis je veux comme éveiller la francophonie dans les gens, surtout avec mes vidéos YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Appelez-moi Phil. Je fais des vidéos principalement sur la francophonie, le Canada, toutes ces affaires cool-là dans la vie, tu sais, que tu te poses des questions puis tu sais pas trop comment ça se passe. Mais moi, je t'explique comment ces choses-là se passent, tu comprends? Ouais. C'est ça, that's what's up avec moi, là, tu sais. Nice. Puis t'as reçu un prix il y a pas longtemps, là, comme il y a genre 2 jours. Oui, ben en fait, oui, je suis lauréat, le plus jeune lauréat. Huguette Parent. Puis donc, c'est vraiment super. Je suis super content, je suis super fier. Avec le réseau du patrimoine franco-ontarien, shout-out à vous autres, shout-out à Huguette Parent, que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis c'est juste vraiment super d'avoir... C'est pas que les gens voient ma contribution comme réelle, tu comprends? C'est un honneur. C'est qui Huguette Parent, by the way? Est-ce que c'est un nom qu'on devrait connaître? Ben, en effet, c'est une franco-ontarienne, une très grande franco-ontarienne qui est partie, dans le fond, elle s'est beaucoup impliquée dans le patrimoine, c'est elle qui a créé le réseau du patrimoine franco-ontarien, qui se bat depuis très longtemps pour préserver le patrimoine, la culture franco-ontarienne. Donc, c'est vraiment, puis moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, l'interviewer même, puis c'est vraiment cool, c'est vraiment une bonne personne, puis c'est aussi une sœur. Puis, ben, je sais pas, c'est très intéressant comme rencontre. Nice. Donc, on l'a mentionné quelques fois déjà sur l'émission aujourd'hui, mais on est en mars, qui est le mois de la francophonie. Yeah! Puis tu as choisi de créer du contenu en français, puis on sait que c'est pas nécessairement facile. Je dis pas que c'est facile dans n'importe quelle langue anyway, là, mais quand tu es en francophonie minoritaire, ben, t'as peut-être moins de gens qui parlaient. Définitivement, qu'est-ce qui t'a motivé à créer, puis qu'est-ce que tu crées? Ben moi, je crée du contenu en français, ou je devrais dire, je crée du contenu en français, parce que moi, je me cache pas, j'ai un dialecte fier, OK? Je parle pas un français qui est standard, je parle un français qui est à moi, je parle un mélange de français ontarois, un mélange de québécois, je parle mon français qui est à moi, puis ça, j'en suis fier, OK? Puis les gens me disent souvent que c'est ça qui fait la beauté de ce que je fais, de mon contenu, puis, tu sais, je cache plus mon dialecte aux gens. Fait que c'est ça. Puis moi, j'écris du contenu en français parce que le français, c'est crime. C'est ma langue, OK? Je peux pas le mettre d'une autre manière. C'est ma langue qui m'appartient. Elle est à moi. Je sais pas quel mot utiliser, mais c'est ma langue, OK? Puis c'est une langue que j'aime. Puis moi, j'écris du contenu en français parce que je trouve que, surtout en vivant en Ontario, je sais pas si vous avez réalisé, mais être un francophone au Québec, on se sent souvent seul, tu sais. On trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous entoure. On est comme 1 million de personnes qui parlent français hors Québec.
Ouais. Versus, je sais pas combien de millions d'anglophones, genre une vingtaine de millions d'anglophones. Fait qu'on se sent seul, tu sais. Yeah. Puis moi, je veux que les gens comme moi se sentent moins seuls. Je veux qu'ils se sentent représentés dans la société. Fait que je crée du contenu dans cette langue-là pour montrer que c'est possible de le faire, tu sais. Cool. Puis je veux ouvrir des portes pour les gens, tout simplement. Je veux aussi montrer que c'est possible de vivre sa passion en français. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que, dans le fond, I guess que je brise des plafonds de verre. C'est vraiment ça mon but. C'est ça que je souhaite faire dans la vie, c'est de briser les plafonds de verre puis de faire que l'impossible soit possible. Dans mon cas, c'est de créer du contenu en français en situation minoritaire. Dans le fond. Vraiment, c'est ça mon plus gros but. Nice. Est-ce que comme dedans ça, comme ou dedans ton parcours at large dans la francophonie, est-ce que t'as ressenti de l'insécurité linguistique? C'est quoi l'insécurité linguistique? Est-ce que tu vois comme des répercussions par rapport à ça dans ton parcours? L'insécurité linguistique, oui, j'aime beaucoup la question. Parce que l'insécurité linguistique, ça touche beaucoup de francophones en situation minoritaire. Ça touche, c'est presque universel comme phénomène. Puis c'est le sentiment que notre français n'est pas adéquat, que notre français n'est pas bon comparé à celui, disons, des Québécois, des Français de France ou des francophones d'Europe. C'est le feeling que, tu sais, on est inférieur aux autres à cause de notre dialecte. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie, tu sais. Des fois, moi, je suis originaire du Québec, OK? Mais j'ai grandi en Ontario, j'ai déménagé ici quand j'avais 10 ans. Puis ça a été un gros changement, tu sais. Puis, tu sais, quand tu vis dans un milieu pendant longtemps, tu changes. Toi-même, tu changes. Ton dialecte change. Tout à propos de toi change. Puis moi, c'est ça qui est arrivé avec mon accent. J'ai développé un accent plus franco-ontarien, tu sais. Fait que quand je retournais au Québec, les gens me regardaient comme je disais, coudonc, tu viens d'où, toi? T'es-tu t'es-tu comme un low-key anglophone? Ben, pas low-key, évidemment. Il dit, t'es-tu comme un genre d'anglophone? T'es-tu comme un francophone manqué? T'es-tu, comme il disait, des affaires vraiment... Oh my God! Je trouve que moi, ça me rendait vraiment inconfortable. Ben oui! Est-ce que mon français est vraiment si mauvais que ça? Ça faisait que j'avais honte de parler ma langue maternelle, imagine-toi donc. Yeah. Fait que l'insécurité linguistique, c'est très dangereux comme phénomène. Puis je pense qu'il y a beaucoup de manières de battre ça comme phénomène. Mais moi, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vécu pendant très longtemps, mais curieusement, je pense que j'ai surmonté, vu que maintenant, je m'en calisse de ce que les gens disent. Excusez-moi, là. Non, good. C'est ça qu'il faut. Genre, je suis fier de mon dialecte, je suis fier de ma francophonie, de mon français, puis tout. Puis je le cache plus, je le montre à tout le monde au Québec, peu importe où que je vais, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose dont j'aime parler aux gens. Puis justement, j'ai une série qui s'appelle Donner sa langue au chat, où je parle vraiment en profondeur des réalités des francophones en situation minoritaire, en 4 chapitres. Puis on a 2 chapitres de fait à date. Nice. Puis dans le prochain chapitre, le 3e qui va sortir cette année, on va parler justement de l'insécurité linguistique, de l'assimilation, de gros enjeux comme ça qui touchent notre francophonie minoritaire. Puis c'est vraiment quelque chose que je veux, tu sais, je veux rendre ça, mon Dieu. Compréhensible. Excusez-moi, ça me rend émotionnel un petit peu comme sujet, mais je veux que le monde entier sache c'est quoi pour que le monde devienne plus tolérant, tu sais. Puis je veux plus jamais que ce soit un problème. Fait que je veux vraiment éduquer les gens là-dessus. Ouais. C'est pour ça que moi, avec ma chaîne YouTube, tu sais, j'ai presque 10 000 abonnés. J'ai des abonnés qui viennent de partout dans le monde. Puis je pense que ça, pour moi, c'est une plateforme incroyable pour partager, pour briser des stéréotypes, puis pour briser des inégalités. Puis c'est ça que je veux faire avec ma docu-série, pour montrer que, tu sais, c'est possible d'être francophone hors Québec. Puis surtout avec l'insécurité linguistique, je pense que ça va être vraiment gros comme chapitre. Ouais. Fait que cette année, ça sort. Soyez prêts, tout le monde. Donnez ça dans le chat. Sur ma chaîne YouTube, appelez-moi Phil. Écoute, on va briser l'Internet. Moi, yes! Nice. Et question, je ne sais pas si tu vas aborder ça. Moi, je jump on the spot, comme on dit en bon français. Oui, vas-y. T'as commencé à quel âge à produire du contenu et à quel moment c'est devenu presque un enjeu de vie aussi, ça, cette dedication, ce dévouement à la cause? Oui. Ben, en fait, êtes-vous prêt à avoir your mind blown? Parce que je pense pas que vous êtes prêts de savoir à quel âge j'ai commencé. Il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, qui disent non. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube quand j'avais 10 ans. OK? Donc, quand tu as déménagé? Ça fait... Ouais, quelques mois après mon déménagement en Ontario, en 2011, j'ai ouvert ma chaîne YouTube au nom d'Appelez-moi Phil, le même nom qu'aujourd'hui. Ouais. En effet, Appelez-moi Phil, c'est pas juste une affaire qui existe, c'est une freaking tradition. OK? Ça existe depuis J'imagine toujours. le kid de 10 ans, Appelez-moi Phil, et vous vois-moi, s'il te plaît. Ouais, on peut même, tu sais,
les gens me croient pas quand je leur dis que Appelez-moi Phil existait pendant 12... Et que ça fait plus que la moitié de ma vie qu'Appelez-moi Phil existe. Puis comme ça, c'est pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent dire, que tout le monde peut le dire, qui ont été un YouTuber pendant plus que la moitié de leur vie, mais moi, écoute, genre, j'ai été un YouTuber pendant presque toute ma vie, fait que je pense que je vais mourir en étant YouTuber, Kim, je vais jamais arrêter, tu sais. Fait que, I guess, c'est un curse, mais c'est aussi un blessing d'être un YouTuber, là, tu sais, vu que ça va pas arrêter, là, je pense, je vais jamais arrêter. Mais, ouais, j'ai oublié, excusez-moi, je suis TDA, j'ai complètement oublié la question, je pense que vous avez dit... T'as carrément répondu à la question. La première partie de la question, c'était quand est-ce que tu as commencé, et la deuxième partie, c'était à quel moment pour toi, c'est devenu un enjeu, cette question de, déjà de produire du contenu, et de deux, de le dédier aussi à la question de la francophonie minoritaire hors Québec, tu vois. Quand est-ce que ça a switché dans ton esprit et tu te dis, oh putain, ça c'est un point important qu'il faut que je mette... En fait, vous n'allez pas me croire, mais ça fait vraiment pas longtemps que je me dédie à la francophonie, même ça fait... Je pense que ça a vraiment commencé... OK, je dois commencer au début. Ça a vraiment commencé quand j'ai participé au Jeux franco-ontariens en 2019. Et je raconte ça dans toutes mes entrevues, puis je me sens comme si c'est tellement répétitif. Mais je dois le dire parce que c'est ça qui m'a éveillé. Les Jeux franco-ontariens en 2019, c'est que parti vraiment cette flamèche en moi qui m'a éveillé vraiment cette francophonie-là. J'ai toujours été un francophone, mais j'y ai pas porté attention jusqu'à 2019. Puis moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur la francophonie en 2020. J'ai pris un gros break de YouTube parce que, honnêtement, la vie était fucking difficile. J'ai dû prendre un break de 3 ans et demi. Puis en 2020, j'étais comme, you know what, c'est la pandémie, je recommence. OK, that's it, je recommence, je reviens. Puis cette année-là, j'ai décidé, je dois faire des vidéos sur la francophonie parce que c'est cool, puis je suis un franco-ontarien, puis je suis fier. Puis c'est ça. Fait qu'en 2020, ça a commencé vraiment, j'ai commencé sur ma trajectoire francophonie sur YouTube. Puis en fait, en 2021, quand on a vu la coupure des programmes francophones à l'Université Laurentienne, ça m'a chamboulé, puis je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment pousser plus en termes d'activisme. Ouais. Tu sais, faire des vidéos plus, comment dire? Engagé. Engagé, c'est ça. Puis ça a été un gros tournant pour moi, parce que mes vidéos, ça a toujours été pour le fun, jusqu'à ce moment-là, où que là, ça devait vraiment être pour une cause qui était la cause de la francophonie. Fait que, ouais, ça a vraiment été un long processus, mais ça a été lent, mais ça s'est passé sur plusieurs années, mais ça a vraiment commencé d'un simple éveil qui est devenu vraiment, qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Nice. Cool. Il y a, on parle de francophonie, puis tu avais appelé ça un sujet un peu spicy que ça m'a fait rire, mais c'est vrai. En effet. Mais donc, en ce moment, on parle beaucoup de la réforme sur les langues officielles au Canada. Oui. Oui, très important. Est-ce que tu vois comme des tendances ou est-ce qu'il y a des parties qui te tiennent à cœur ou quelque chose qui te touche particulièrement par rapport à ça? Mais moi, je trouve que c'est juste tout simplement nécessaire si on veut exister si on veut exister en tant que francophone, surtout en situation minoritaire. Parce que cette loi-là, justement, elle est principalement là pour protéger les francophones. On est une minorité. Puis cette loi-là est là pour protéger les francophones, mais principalement en situation minoritaire. Ouais. Au Québec, heureusement, ils sont très chanceux au Québec. Ils ont beaucoup de protection. Oui. Ils ont leur propre vu qu'ils sont majoritaires là-bas. Oui. Puis ils sont très chanceux. Puis nous autres, on devrait vraiment... des fois, j'envie tellement le Québec, puis je suis tellement content pour eux autres, puis je veux tellement qu'on soit plus comme le Québec. Mais cette loi-là est vraiment là pour principalement les francophones en situation minoritaire, moi, je trouve. Donc, c'est nécessaire qu'on voit cette réforme-là. Parce que sinon, on va pas exister dans 25 ans. Là. Parce que, écoute, l'assimilation, on peut pas dénier que l'assimilation, elle se produit. Quelque chose que je vais parler dans le prochain chapitre, justement, donc ratez pas ça. Fait que l'assimilation, on peut plus dénier qu'elle existe, puis qu'elle est là, puis qu'elle gruge lentement nos nombres en tant que francophones. Puis cette loi-là est là pour freiner cette assimilation-là, puis ce recul, parce qu'elle est là pour, justement, comme augmenter l'investissement dans la francophonie, puis aussi augmenter le seuil d'immigration francophone, que moi, je trouve qui est très important. Puis l'immigration donne un nouveau souffle, selon moi, à la francophonie, parce que on va pas être capable de keep up pour toujours en termes de nouveaux francophones pur laine, vu qu'on produit pas assez vite. Donc l'immigration, moi, je suis super content qu'on ait l'immigration, puis on doit en avoir plus. Fait que
cette loi-là, en général, elle est juste vraiment bonne, puis elle va nous sauver, puis il faut qu'elle passe, puis c'est juste primordial, selon moi, si on veut avoir un avenir. Ben, faut protéger les acquis et renforcer ce qu'il y a déjà. Il y a Faulty Box, oui, qui est absolument. Dans le chat, qui nous dit en anglais, et ça, c'est nice aussi d'avoir ces communications-là, qui nous dit, c'est vrai que la seule manière de survivre quand tu es pris en sandwich entre l'anglo-américanisme et l'ouest du Canada, une des seules manières, c'est la régulation. Et un peu comme ce qu'on disait en première partie d'émission, tu vois, c'est que pour soutenir les biens communs, est-ce que la langue fait pas partie aussi des biens communs? Et c'est pas à travers la régulation que tu la gardes, que tu la préserves. Mais. Ben si. Et d'ailleurs, on va souligner une chose. On va souligner une chose, c'est que c'est Ginette Petitpas-Taylor, qui est une Acadienne, qui porte cette loi au fédal. Donc, shout out à Ginette Petitpas-Taylor. Yes, merci. Gros shout out à Ginette là. Ginette. Obviously, je suis sûre qu'elle est live tout de suite avec nous. Mais en tout cas, Acadienne. En plus, je pense Acadienne qui vient de mon coin, j'ai envie de dire presque. C'est Petit Pas. Je me demande si ça vient pas de la région. S'il n'y a pas un ancêtre qui a été sur l'île George à Halifax. Yes. J'ai un petit guess. Je mettrai tu lui mets encore plus de pression de bien faire, là. T'es comme Ginette. Non, mais après... Don't screw up. Attends. Tu crois vraiment que c'est Valentin Alfano qui vient de France qui va lui mettre la pression? Je pense que... Totally. Elle va être comme, oh my God, Valentin l'a dit, I have to get it done, là. Non, mais c'est pas Valentin, c'est Phil d'abord. Et c'est vrai. Et je pense que c'est un petit peu nous tous, tu vois, qui lui mettons la pression. Il faut protéger la langue. Et au-delà de protéger la langue, c'est plutôt protéger l'identité des gens. Puis des structures où tu as le droit à l'éducation dans ta langue, etc. Comme... C'est surtout ça, vraiment. C'est plus qu'une langue. On est plus que juste une langue. On est vraiment... On est une communauté, on est une culture. On a plusieurs cultures dans la francophonie, mais on est vraiment une communauté, tu sais. C'est plus qu'une langue que tu protèges. C'est un peuple entier qui est franchement menacé, vu qu'on est parmi 400 millions de francophones. On est peut-être comme une dizaine de millions de francophones en Amérique du Nord versus 500 millions. Tu te rends compte? On a absolument, pour notre avenir, je pense que des lois même sont nécessaires parce que, on peut pas faire tout. Les gouvernements, c'est eux autres qui ont vraiment beaucoup de pouvoir en termes de protection, right? Nous autres, we can only do so much, on va dire en bon français, là, en termes d'immigration. Exact. Fait que le gouvernement doit rentrer là-dedans et dire, OK, on va accélérer, on va investir, puis on va protéger encore plus. La loi 101, par exemple, au Québec, ça a fait une grosse part pour protéger le Québec, protéger le français au Québec spécifiquement. Moi, je pense qu'on devrait avoir une loi 101 à l'extérieur du Québec. En Ontario, par exemple. C'est quoi la loi 101? Pour protéger le français. La loi 101, c'est la charte de la... C'est quoi le nom? Je sais pas trop, mais c'est la charte de la langue française, c'est ça. Qui justement protège le français au Québec. Par exemple, certaines personnes vont dire, c'est inconstitutionnel, mais moi, je suis très pour ça. Par exemple, ça oblige les commerces d'utiliser le français comme langue commune dans leurs affiches ou ça met des quotas. Dans les universités, ils doivent avoir un certain nombre de francophones. Donc, c'est là pour justement assurer que la francophonie garde son statut. Puis si cette loi-là n'avait pas existé, le français au Québec serait un bien moins bon endroit où il est en ce moment. Oui, je pense 100%. C'est super important. C'est ça, si t'as pas une structure quelconque, les bonnes intentions, il y a un moment où il n'y a plus d'énergie, puis ça peut pas être sur les épaules de quelques personnes ici et là pour faire survivre la francophonie, là, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose que je remarque, et tu me dis ce que tu en penses, Phil, et toi aussi, Mélo, mais on a déjà eu ces discussions ensemble, c'est que nous, par exemple, dans la francophonie, dans l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, par exemple, on se rend compte d'une chose, c'est que des fois, on a l'impression que la langue est une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un objectif primal, tu vois. Et dans les discussions que toi et moi on a, c'est qu'on se dit non mais on partage une langue, c'est un outil avant tout, et ça nous permet de faire des choses entre francophones, tu vois. Et à chaque fois, on se dit mais si la francophonie brillait en dehors de la question de la langue,
tu vois. Nous, par exemple, avec Mélo, on pense que le renouveau de la francophonie se fera à travers des mouvements écologistes francophones en Nouvelle-Écosse. Et parce qu'en fait, une des choses, c'est que les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, particulièrement au Nouveau-Brunswick, mais surtout en Nouvelle-Écosse, il y a aussi une inégalité qui s'est créée, qui n'est pas uniquement une inégalité linguistique, qui est une inégalité territoriale, qui fait que les Acadiens, de par les traités, de par les guerres, etc., se retrouvent sur les côtes. Ouais. Ils possèdent pas de terre. Et ça fait qu'avec le changement climatique, les communautés qui vont être les plus touchées en Nouvelle-Écosse, c'est des communautés acadiennes, où le français est majoritaire très localement. Ouais. Donc on se dit, s'il y a un renouveau à faire, on peut le faire à travers la langue, ok. Mais c'est pas une fin en soi, on doit inventer d'autres manières de lutter, pour notre survie linguistique, mais pour notre survie tout court. Oui. Parce que les eaux montent et qu'il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de la langue comme outil de lutte sur d'autres sujets? C'est incroyable. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Puis tu viens, point incroyable. Mais je pense que tu as vraiment raison. Puis ça, c'est pas juste en Acadie qu'on voit littéralement des inégalités en termes de... Écoute, genre, je trouve ça fou. Puis ça, c'est pas juste en Acadie. Ici, en Ontario, admettons, dans l'Est ontarien, c'est un exemple très distant. Écoute, c'est pas nécessairement écologique, mais... Je trouve qu'il y a des inégalités de même qui dépassent la langue. La plupart des francophones en Ontario sont dans l'Est, aussi dans le Nord, c'est sûr, mais une grosse partie est dans l'Est, right? Puis notre autoroute, le gouvernement Mike Harris, qui a eu, je sais, je vais tellement bâcher Mike Harris, vu qu'il a essayé de tuer mon port encore. Mais lui, il a fait quelque chose, un move vraiment impopulaire dans le temps, c'était de downgrader l'autoroute 17 qui passait à travers l'Est ontarien, right? C'était notre autoroute principale. Et lui, il a décidé de dire non, cette autoroute-là, elle va aller aux municipalités, right? On va la downgrader. Puis depuis ce temps-là, l'autoroute 17 est tellement mal entretenue, ça fait que traverser l'Est ontarien, c'est un petit peu difficile. Donc, ça fait que les communautés francophones sont principalement touchées par ce manque de transportation-là, tu sais. Je pense que l'injustice contre les peuples francophones va plus loin que juste la langue, tu sais. C'est quasiment je veux pas, tu sais, j'ai peur d'utiliser le mot génocide, mais c'est comme quasiment un génocide silencieux, tu sais. Pas beaucoup d'entre nous le réalisent, mais silencieusement, on est en train de se faire massacrer. Puis ça, tu sais, c'est vraiment injuste. Intéressant, vraiment intéressant. Puis ça, c'est un point. Puis je suis très content que tu utilises l'exemple de l'écologie. Je pense que, c'est un point très valide. Puis je pense que, évidemment, la langue, c'est un outil très puissant pour se battre pour nos acquis. Mais je pense que, évidemment, on peut donner la place à d'autres enjeux aussi. Puis ça, c'est très valable comme point. Yes. Wow. Je pense aussi comme... c'est relié, là, mais même, comment je peux dire, pour... faire que, c'est ça, le français n'est pas juste une façon, quelque chose que tu apprends à l'école et quelque chose qui reste là, qui reste dans les livres ou dans les dictées ou peu importe, là, des choses qui sont pas nécessairement des affaires avec lesquelles on a une relation de fun. Mais il y a aussi, genre, laisser la francophonie évoluer. Comme d'avoir eu, tu sais, par exemple, en Nouvelle-Écosse, quand il y a eu Radio qui font du rap en français, en plus, comme, tu sais, français d'ici, mais, tu sais, ça fait comme, on a le droit de faire ça. Puis là, il y a la question comme, ça, c'était-tu de la musique acadienne? Tu sais, c'est pas de la musique trad, mais est-ce que ça en est? Tu sais, d'évoluer comme ça, c'est comme, tu sais, tout de suite, il y a comme le K-pop et tout ça, c'est énorme partout. Et ça fait qu'il y a des gens qui veulent juste apprendre le coréen parce qu'ils trouvent que ça a l'air cool. Exactement. Ils adorent la culture qu'ils voient, donc ils s'intéressent à la langue parce que la langue, c'est pas juste des mots puis des règles, puis tu sais. Donc, je pense que c'est avec comme la création de contenu. Ce que fait Phil, c'est clairement... Ce que tu fais, Phil, nous, comme on l'a analysé aussi avec Mélo quand on en discutait, tu vois, c'est aussi une partie du soft power francophone. C'est-à-dire comment on recrée un univers et on réécrit un roman de la francophonie canadienne hors Québec, un peu au modèle, ce qu'a fait les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, où l'Amérique, c'est parfait, ça se vend bien, blablabla. Ce que fait la Corée du Sud actuellement avec... pousser énormément de contenus qui sont créés, c'est-à-dire que plus on créera du contenu qui est fun, plus les gens auront envie de parler notre langue.
Et plus on fera de la merde, et moins les gens auront envie de parler notre langue. Plus on fera Emmanuel Macron qui va sur une estrade en Afrique pour se faire bien photographier et que c'est qui est l'air aussi grand que les autres. Là, non, mais c'est ça. Et moins les gens auront envie de parler, de continuer à parler notre langue, tu vois. Donc en gros, toi, tu contribues au soft power francophone en ontarien. Toi, comme Ginette, tu as une responsabilité, Phil. Écoute, mais c'est tellement un honneur d'entendre ça, mais no pressure. Moi, je trouve que dynamiser la langue française, c'est super intéressant. Moi, je le fais avec le contenu YouTube, tu sais. Radio, eux autres, ils ont tellement été une grosse partie de mon enfance, puis eux autres, ils font partie de ça aussi. Eux autres, ils ont tellement... Écoute, eux autres, ils ont tellement incité les jeunes dans les écoles à chanter en français, puis ça, c'est incroyable. Puis moi, je veux faire la même chose avec les vidéos YouTube. Je veux faire que les jeunes disent « Oh my God! Si appelez-moi Phil », puis qu'ils se mettent à parler français parce qu'ils aiment mes vidéos, tu sais. Exact. Puis honnêtement, ça s'est déjà produit. Il y a plein de profs qui viennent me voir en disant comme « Oh, j'adore tellement tes vidéos que je les ai fait jouer dans ma classe, puis mes élèves t'adorent. » Puis moi, je veux tellement que ça perdure, puis que ça dure des décennies, puis que je veux redynamiser le français dans les écoles, puis ailleurs, à travers toute la jeunesse, tu sais. Ben, je pense que c'est vraiment ça que c'est le concept super important. Complètement fou de créer du contenu dans une langue qui est vivante puis pas comme dans un musée où c'est fine de comme regarder tu sais des je sais pas comme lire un classique ou peu importe, great, si la culture est là parce que elle reste et c'est awesome, mais si c'est un musée dans lequel tu vas, ben quand tu ressors, c'est pas vivant là, t'as regardé des œuvres puis ça finit là. Que si c'est des choses qui sont créées, qui sont d'actualité, qui parlent aux gens de la façon qu'ils parlent, de la façon qu'ils pensent, auxquelles ils peuvent s'attacher, ben, ça va servir à quelque chose à la place de juste dire « Oh, voici une culture qui a existé. » C'est pour ça qu'il faut de l'argent dans la culture. Oui, s'il vous plaît. S'il y en a qui écoutent, qui ont ces décisions-là, s'il vous plaît. Mais pas... S'il vous plaît, Ouais, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord. Moi, ce que j'aime faire, moi, je trouve que présenter le français comme une langue morte, c'est vraiment pas comme ça qu'on veut y aller. Moi, je veux présenter le français comme une langue le fun, qui est attirante, qui est jeune, vivante. Oui. Puis c'est ça que je fais avec mes vidéos. Mes vidéos sont super colorées, super animées, dynamiques. Puis c'est ça mon approche. Moi, je veux que les gens pensent au français et disent ça, c'est le fun, puis je veux parler français, tu sais. Yeah. Je pense qu'on devrait tous avoir une approche de même. On devrait pas présenter ça comme quelque chose de triste, tu sais. Genre, faut twister ça pour que ça soit le fun. Ouais. Puis que ça incite les gens à vouloir participer parce que c'est pas tellement pessimiste. Faut rendre ça optimiste pour que les gens aient une meilleure attitude qui disent « OK, je veux participer à ça. » Parce que personne ne veut participer à quelque chose qui est en train de mourir, right? Yeah. Exact. Mais d'ailleurs, ça, c'est... Et moi, j'espère énormément que le rédacteur en chef du Moniteur acadien écoute cette discussion et comprend qu'on ne sauve pas un malade mourant. Non. On donne une jeunesse à quelque chose qui est vivant. Exact. C'est ça la grosse différence. Donc, défendre, oui. Conquérir, d'une autre manière, c'est aussi largement nous défendre, tu vois. C'est-à-dire, comment on fait pour rendre fun tout notre environnement, etc. etc. Absolument. Et ça, c'est en mettant de l'avant des artistes qui t'inspirent, tu vois. Yeah. Qui parlent français, qui t'inspirent, et quelle que soit leur personnalité, tu vois. Puis aussi, laisser la langue évoluer où on voit l'effet, justement, que l'anglais est une langue qui est hyper malléable et il n'y a pas de... Il n'y a pas de réglementation de l'anglais, je veux dire. Donc, si tu peux créer un mot, puis voilà, tu as créé un mot, il existe, il est plus ou moins officiel. Qu'en français, c'est vraiment monitoré et il y a des institutions qui disent... l'Académie française... Celui-là, on l'utilise plus à la poubelle, c'est un mot ancien, blablabla. On a décidé, oui, même s'il y a peut-être des endroits qui l'utilisent encore, doesn't matter. Donc, tu sais, c'est tellement statique que quand il y a un changement, tout le monde freak out, comme quand ils ont mis le pronom Yeld dans le dictionnaire. Oh mon Dieu, c'est la fin de la langue, tu sais. Puis comme, non, c'est juste une langue qui continue à vivre et qui évolue. Puis si elle fait pas ça, ben, il y aura juste des gens qui freak out à propos de changement et qui vont la parler, tu sais. Ça va servir à rien. Sinon, si on peut pas évoluer avec la langue qu'on parle, ben, on fait quoi? Exactement. C'est vrai, il faut vraiment laisser notre langue évoluer si on veut qu'elle vive, parce que, écoute, si notre langue restait figée où qu'elle était en ce moment, puis qu'on continuait à avancer, ben écoute, on n'avance pas, là, on reste dans le passé, puis là, on meurt, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, admettons le mot YouTuber, là, YouTuber, ça, c'est ce que moi, je suis. Yeah. Puis il y a des vieux, ils me disent, ça, c'est pas un vrai mot. Ben écoute, je viens de faire ça, je viens de créer ce mot-là. Comme, deal with it. J'utilise ce mot-là, ça définit ce que je suis, comme... Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, là? Comme,
on avance dans le temps, puis on évolue, puis c'est ça la vie, tu sais. Il y a toujours un nouvel iPhone qui sort à chaque année. La langue, c'est pareil. OK? C'est pareil. Elle doit se mettre à jour. Il va toujours avoir des nouveaux mots qui vont se faire créer. C'est ça. Puis, peux-tu ramener un autre point aussi que je trouve super intéressant? Mais vas-y. C'est que je trouve que la langue française est pas mal stricte. Ça, c'est vrai, la langue française est stricte. Puis, des fois, je trouve que ça décourage les nouvelles personnes, les francophiles, admettons, puis les nouveaux arrivants, puis les personnes qui ont un intérêt pour la langue française, ils se sentent découragés, tu sais. Fait que faut qu'on apprenne à être plus chill, puis moins strict avec notre langue, puis dire, OK, on dit bienvenue au nouveau changement, puis on n'est pas si comme uptight, on va dire, avec la langue, puis on laisse, go with the flow, tu sais. Ouais. J'ai eu une discussion. On accepte les nouveaux changements. J'ai eu une discussion il y a à peu près 1 an et demi avec des aînés, justement, tu vois, et puis on se posait des questions de société, etc. Parmi eux, il y avait une ancienne directrice générale du Conseil scolaire acadien provincial. Il y avait un Acadien qui vient de Chéticamp, au nord de la Nouvelle-Écosse. Il y avait également un Québécois qui a émigré ici. Et tous me disaient, alors pas tous, mais un me décrit, je parlais du changement de la langue, est-ce que vous êtes plutôt pour ou pas faire évoluer la langue? Puis au début, tu as cette approche où tu te dis, si moi je suis un ancien et je dis je suis pour le changement de la langue, ça veut dire que je suis pas assez strict avec moi-même, etc. Puis t'as le gars le plus strict qui dit, il dit, moi j'en ai marre, à chaque fois que je veux écrire une lettre, d'être obligé d'avoir mon dictionnaire à côté de moi. Tu sais, je suis tanné de pas être capable moi-même, alors que c'est ma langue maternelle, de pas être capable d'écrire un texte ou de me dire les règles sont tellement strictes que même moi, ça me fait perdre ma confiance à écrire. Et puis finalement, tout le monde était d'accord autour de la table en se disant mais oui, mais la langue doit évoluer et surtout, elle doit aussi se rattraper de ses erreurs. Pourquoi on écrit oignon? Donc, oignon avec... Ça, c'est juste awesome. OK, là, laissons-la une exception pas logique. Non, tu sais pourquoi? Parce que ça a été mal recopié à un moment et on a gardé l'erreur. I love it. Ça, c'est quelqu'un qui était comme, non, c'est ça que c'est. J'ai raison, deal with it. C'est juste iconique. Donc là... Ben honnête, c'est iconique. Il n'y a aucune raison linguistique derrière le fait qu'on écrit oignon pour oignon. C'est un typo. Il n'y a aucune. C'est une typo à un moment. Qui fait, et à un moment, et on l'a gardé. C'était écrit, alors on l'a gardé. Guys, il est temps de revenir en arrière sur toutes ces conneries. Il est temps de se réapproprier notre langue. Parce que c'est là qu'on dit aussi depuis tout à l'heure, on défend le français, le fait de parler français pour être juste nous-mêmes. Mais on doit aussi se le réapproprier et puis en avoir peur. Moi, quand j'ai pas le correcteur orthographique, j'ai peur. Oh my God. Genre, si j'ai pas fait un spell check, là, je me dis, c'est la fin. Je peux pas envoyer ce courriel, sinon quelqu'un va voir que j'ai oublié un S quelque part, puis là, oh mon Dieu, tu sais que... genre, on doit plus avoir peur de notre langue. Déjà, si on n'a plus peur de notre langue, on pourra la défendre et on pourra aider à la propager ou à la proposer à des gens et pour au moins continuer, tu vois. Mais donc, ça veut dire que nous, les jeunes, qui sommes plus tentés d'être progressistes, tu vois, on doit pas hésiter à se battre pour faire évoluer la langue et surtout pas faire trop de remarques aux gens qui, des fois, font une petite typo, etc. Moi, je sais que je fais masse de typos. Non, puis ça nous arrive... Ben, je pensais à ça, actually, l'autre jour où... Je sais plus dans quel contexte, là. Ah non, des fois, j'ai pas des conversations avec moi-même, là. Ça sonne vraiment comme... Pas great, là, mais... tu sais, des fois, je réflète dessus un truc, puis je me disais comme... La personne qui a vraiment besoin d'exprimer quelque chose, mais qui peut pas l'écrire sans faire de faute, va pas oser l'écrire. Ou alors, ça va être reçu avec... un dénigrement de sa réflexion quand ça peut être quelque chose de super valide. Puis on a plein de gens qui sont aussi analphabètes. Comme, ça veut dire que ces gens-là ont comme pas le droit de s'exprimer. C'est ça. Who cares si t'as écrit la mauvaise affaire? Comme ça dépend du contexte. OK, mais tant que t'es pas en train d'écrire un texte de loi, comme, comme un dictionnaire où t'écrirais oignon et puis voilà. C'est sûr que, tu sais, la langue française, moi, j'aime beaucoup la langue française, puis je trouve, c'est sûr que tout doit avoir une structure dans la vie, puis c'est sûr que, tu sais, il y a une bonne évaluation à tout, puis, mais en même temps, il ne faut pas être tellement, comme, agressif envers les gens qui tu sais, pour leur manière de parler. Puis, par exemple, Denise Bombardier, qui est tellement élitiste, puis qui est tellement, comme, tu parles parfaitement ou t'es pas un francophone. Moi, je suis tellement contre ça, puis c'est que, littéralement, ça va à l'encontre de ma personne qui est inclusive puis qui veut encourager les gens à parler français. Son approche va tuer la langue française, je trouve. Absolument. C'est bien de bien écrire. Je trouve que la langue française est
super belle. J'adore le français. Puis je pense que j'aime ça. Moi, je fais jamais de faute quand j'écris. J'ai eu la chance d'avoir un super de bon apprentissage du français, right? Fait, je sais pas, c'est juste un don. Je fais pas de faute quand j'écris. C'est juste naturel. Puis tu sais, quand je vois des fautes, des fois, ça me bug un petit peu. Oui, non, mais on a cette réaction. J'ai envie de dire aux gens. Mais en même temps, il faut être ouvert d'esprit. Puis il faut pas être toujours trop, comme élitiste. Ouais. Puis dire que moi, je suis supérieur, puis toi, tu parles pas bien, t'es pas francophone. Ça mène correct, puis tout ça. Ça mène à une chose. Ça mène à... nous, on le voit en situation minoritaire en Acadie, tu vois. Ça mène à une chose, c'est que les gens, les Acadiens, les gens, il y en a une proportion qui se dit... Si je vais dans l'anglophonie, je vais pas me faire engueuler parce que j'ai fait une faute. Alors que si je travaille en français ou je travaille dans la francophonie, tout le monde va me juger. Il y a des Québécois qui viennent d'un côté, il y a des Européens qui viennent de l'autre. Du coup, je préfère me cacher dans l'anglophonie, tu vois. Parce qu'en plus, ça se voit pas trop, tu vois, que je suis acadien derrière. Et combien de fois ça m'est arrivé à Cora, du coup, tu vois. Et c'est seulement à la fin du repas où les gens disent et ils commencent la discussion en anglais, tu vois, en disant en fait, moi, je suis acadien et puis du coup, j'aime beaucoup le français, mais je l'ai un peu perdu. Puis la fille qui me disait ça, elle avait quoi? Elle avait 20 ans, tu vois. Yeah. Mais là, tu leur parles en français et ils te parlent en français en disant je parle mal, puis t'es comme non. Tu parles français. Oh mon Dieu. Et le fait d'avoir ce petit échange, tu vois, à la fin d'une discussion et tout, où tu te dis juste, non, fais-toi confiance. Enfin, après, moi, je juge pas, je suis français, je parle une seule langue. Enfin, tu vois, voilà, j'ai galéré à apprendre l'anglais, etc. Tu vois. Et donc, tu peux pas avoir ce jugement paternaliste en disant, c'est bien, continue quand même, fais un petit effort. Non, tu peux pas faire ça. Mais juste dire, j'ai eu cet échange avec toi et on s'est compris, c'était nice et j'ai adoré, tu vois. Comment on fait pour se redonner un peu confiance les uns les autres aussi? Parce que c'est ça aussi, la francophonie minoritaire hors Québec. C'est aussi comment on se redonne confiance. Absolument. D'utiliser notre langue. Est-ce que les gens manquent de confiance ce que tu dis. Vas-y. Moi, je trouve ça très plate. Moi, je trouve ça très triste. Tu sais, que les francophones en situation minoritaire, c'est vraiment une réalité. Souvent, on est entouré d'anglais, on peut pas le dénier. Puis, à cause de ça, on va avoir tendance à se comparer à d'autres francophones qui vivent, mettons, au Québec, dans les milieux majoritaires où leur français ou mettons sont mieux encadrés, où ils entendent le français plus souvent, donc ils vont mieux le parler. Puis on se comporte tellement que ça fait que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de francophones qui vont se cacher dans l'anglais puis qui vont dire, OK, moi je parle plus français parce que je parle pas assez bien. Moi, ça me fait tellement de la peine. Ça me fait tellement de la peine d'entendre ça. Puis c'est tellement facilement surmontable. Si on avait un climat de confiance linguistique, si on disait, OK, gêne-toi pas, parle français devant moi, je vais aucunement te juger. Si tous les gens au Québec agissaient de même, je pense qu'il n'y aurait aucun francophone hors Québec qui aurait honte de parler français. Fait il faut vraiment qu'on adopte cette confiance linguistique-là partout au Canada, partout dans le monde même. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que on se rend compte encore une fois que comme les autres inégalités qu'on peut rencontrer, c'est pas une question d'individu. C'est-à-dire que là, attention, aux gens qui nous écoutent, là, on n'est pas en train de dire faites un effort, parlez quand même français même si vous pensez que vous le parlez mal. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste qu'au niveau systémique, si tous les francophones étaient plus tolérants avec les francophones, c'est ça. Eh ben, ça motiverait les gens à parler, à se rendre fiers de leur français, tu vois. Donc, en gros, c'est plutôt systémique. Donc, moi, ce que j'ai compris de ton discours, c'est Ginette, gros support, et Denise, par contre, non, Denise, non, c'est ça? T'es plus Ginette que Denise, toi. Oui. Puis moi, je dois vous dire que, en fait, vous pouvez répéter les points. Je ne veux pas dire des niaiseries. Répétez les deux points de vue, s'il vous plaît, des deux personnes en question. En fait, je sais de quoi que parle Denise, mais pouvez-vous répéter le point de Ginette? Ginette, c'est Ginette Petitpas-Taylor. C'est celle qui défend la nouvelle loi sur les langues officielles au Canada, au fédéral. Ah, OK, ben. Et Denise, elle pense pas que personne parle bien français, sauf si t'es sur sa liste de gens sélectionnés. C'est ça. Donc, on a une femme qui défend les intérêts des francophones hors Québec, puis t'en as une autre qui pense qu'on n'existe pas. Oui, c'est ça. Je pense que les gens partout qui connaissaient pas ces deux personnes-là peuvent voir que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est de notre côté, puis c'est ça la réalité qu'on vit, tu sais. Il y a du monde qui pense littéralement qu'on n'existe pas. Dans mes commentaires YouTube, j'ai souvent du monde qui me disent comme, vous autres, les francophones hors Québec, genre, vous essayez de... OK, je suis très frustré à propos de ça, mais il y a un gars, il y a 2 ans, qui est venu me dire comme,
complètement que le fait d'être un franco-ontarien ou un francophone hors Québec, ça invalide l'identité québécoise parce que ça veut dire que le Québec n'est plus la seule province majoritairement francophone, la seule province au caractère francophone. Wow! Donc, votre existence est invalide. Wow! C'est tellement venu me choquer, là, que, oh my God! Mais ça, c'est tellement comme le point de vue, genre, parce qu'on a donné une place à la table à quelqu'un de plus pour avoir une autre perspective, ben, je suis pas content parce que moi, je vais avoir moins le temps de parler. Puis t'es comme, non, t'as encore autant le droit de donner ton avis. C'est juste qu'on a comme, tu sais, donné le droit à quelqu'un d'autre à parler aussi. Ça, c'est un point intéressant. On va arriver à la fin de l'entrevue, donc on va pas relancer trop. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que le Québec serait des fois pas trop fan de la francophonie hors Québec. Ou même conscient qu'elle existe. Puis je vais être bien honnête, moi j'adore le Québec. Moi, le Québec, je trouve ça exceptionnel, OK? Puis moi, ça me brise le cœur quand je vois que il y a des tensions entre le Québec et la francophonie canadienne. Yeah. Je pense qu'on devrait être une famille, on devrait s'adorer, tu sais. On devrait collaborer ensemble toutes les chances qu'on a. Mais l'affaire, c'est que il y a eu des divisions à travers les années, puis ça fait que des fois, on s'entend pas tout le temps, puis des fois, on se comprend pas, tu sais. Ouais. Puis moi, ça me brise le cœur, puis je veux vraiment qu'on apprenne à mieux se connaître, à mieux s'aimer. Parce que le Québec et la francophonie canadienne, on pourrait faire tellement ensemble si on apprenait à juste s'accepter comme on est, tu sais, puis à juste travailler ensemble, puis à juste accepter point qui on est, tu sais. Yeah. C'est le sujet de l'une de tes dernières vidéos, il me semble. Oui, exactement. On parlait des relations entre les anglophones, les francophones hors Québec et les Québécois francophones. Puis moi, je veux recréer des points, je veux recréer des ponts entre les francophones du Québec et les francophones hors Québec. Yeah. Parce qu'on a longtemps été un peuple, les Canadiens français, tu sais, on a eu une division après plusieurs événements, dont la Révolution tranquille, mais moi, je veux qu'on revienne ensemble. Je me demandais... ça veut pas dire qu'on veut que... Pardon. Ça veut pas dire qu'on veut que le Québec perde son identité, mais on veut juste... Non, on est capable d'avoir notre avenir ensemble, on est capable d'avoir un avenir commun, tu sais, puis de protéger le français ensemble. Fait que c'est vraiment ça. On arrive plus vers la fin de l'émission, mais je voulais juste aborder rapidement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse toujours, mais tu sais, on est tous des êtres à identités multiples, peu importe qu'est-ce que ces identités sont. Puis donc, une de ces identités, tout de suite, c'est être francophone en milieu minoritaire. Mais de ton côté, tu es aussi dans la communauté LGBT+. Puis je me demandais comment est-ce que ces deux identités minoritaires, dans un milieu minoritaire, comment est-ce que tu les vis? Ben, en fait, c'est très complexe à cause... J'ai l'impression que en étant gay et en étant francophone en situation minoritaire, j'ai l'impression que c'est deux couches de plus de difficultés. J'ai l'impression que des fois, ça me met des bâtons dans les roues à cause... En étant un francophone hors Québec, t'as déjà assez de difficultés. T'sais, en étant gay, ça rajoute une autre couche à cause que, genre, moi, j'ai souvent... OK, ben moi, j'ai été dans une relation de couple, right, qui a duré 4 ans. C'était quand même impressionnant, tu sais. Mais j'ai été obligé de... T'es souvent obligé de te rentrer dans des relations anglophones qui fait que souvent, ça affecte ton français. Des fois, ça te fait perdre ton français, ça. Yeah. À cause que ça t'amène vers le côté anglophone, puis ça fait que tu t'assimiles lentement, puis c'est ça. Puis moi, je trouve... Également, j'ai été dans une relation exogame avec un anglophone. Puis je trouve que des fois, il y a des enjeux dont on parle pas souvent parce que, tu sais, je peux pas compter le nombre de francophones au Québec LGBTQ qu'il y a à cause que on est une communauté assez petite, vu que ça rajoute une autre, comment dire, filtre à l'affaire. On n'est pas beaucoup, vraiment. Fait il y a des enjeux qui sont pas vraiment discutés dans la société, je trouve. Par exemple, le fait qu'on doit souvent se mettre dans des relations exogames avec des anglophones, fait qu'on est francophone, puis ça fait que, souvent, c'est ça, moi, j'adore. Mon chum, ben, on n'est plus ensemble, là, mais mon ex, je l'adore encore, puis on s'entend super bien. Mais je trouve que le fait qu'il était anglophone, ça mettait des bâtons dans les roues, puis ça faisait que, il y avait des différences qu'on pouvait juste pas réconcilier. Tu comprends? Puis ça faisait qu'on pouvait... Surtout avec le travail que tu fais. Comme avec le travail que tu fais, ça fait partie de toi. Est-ce que comme tu trouves que justement, comme il y a que vivre cette partie-là de ton identité fait que
peut-être pas dans un futur proche, là, mais pour l'instant, que genre, t'as développé cette identité-là de toi, mais en anglais et pas en français? C'est une très bonne question, mais je pense que oui, je pense que un petit peu, ouais, c'est le cas. Vu que j'étais un couple avec un anglophone, j'ai beaucoup parlé en anglais. Mm-hmm. La plupart du temps avec la personne avec qui j'étais dans une relation. Donc, dans le fond, j'ai développé tout ce côté-là de moi-même, de ma personne en anglais, mais pas en français. Puis ça, je trouve que c'est dommage. Parce que moi, mon but vraiment, c'est de trouver un chum francophone. Mais là, je ne vais pas connaître les termes, tu sais. Mais c'est ça. Oh my God. C'est vraiment complexe, mais ouais, j'ai pas développé ce côté-là romantique de ma personne en français. Exact. Yeah. Donc, ouais, c'est ça, vraiment. Vous avez super bon point que tu as amené là. Le pire, ce serait que tu trouves un Québécois, là. Ouais, un Québécois qui, j'espère, va accepter mon accent. Là. Moi, j'aime le Québec et j'espère que le Québec va m'aimer, tu sais. Ouais. Ça, c'est un sujet que j'avais fait une activité dans le cadre de Pride il y a quelques années. Ben, c'était en virtuel parce que COVID, mais où c'est pas moi qui l'ai animé, là. J'avais des personnes toutes qui s'identifiaient dans la communauté queer, mais de parler, c'est ça, d'espace francophone où même des fois, il n'y avait pas les termes où tu peux t'identifier comme tu le souhaites. Comme il y avait quelqu'un qui disait que en français, il y avait juste le terme lesbienne, mais que c'était pas ça exactement qu'elle trouvait. Puis quand elle a découvert le terme queer, ben, elle se disait, OK, c'est ça, mais il n'y a pas ce mot-là en français. So, est-ce que je peux vivre cette identité pleinement si le mot n'existe pas? C'est là où je me dis, il faut s'approprier des mots. Ouais. C'est pour ça que la langue doit évoluer. Une autre affaire, c'est que je trouve que j'ai l'impression que la communauté LGBTQ, genre anglophone, est plus développée en termes de langage que la 100%. Communauté LGBTQ francophone. Fait que beaucoup de personnes queer francophones vont aller se cacher, vont vivre cette partie de leur identité. Vont aller vivre en anglais à cause que c'est plus simple, puis l'ouverture est plus là, I guess, en termes de langage. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réfugier dans l'anglais, puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Même des personnes que je connais, même dans ma classe. Moi, j'étudie en design graphique, c'est super cool à cause qu'il y a beaucoup de diversité, incluant la diversité comme des orientations sexuelles, du genre, etc. Mais plusieurs personnes queer dans mon programme, eux autres, ils vivent pas mal en anglais à cause que ils trouvent que le français n'est pas assez une langue inclusive ou la communauté francophone n'est pas assez comme ouverte aux réalités queer, excusez. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi, je suis un fier francophone, mais je suis aussi un fier homme gay, tu sais. Puis je veux que ces deux côtés-là de moi se mélangent en pleine harmonie. Puis je veux pas avoir envie à me réfugier dans l'anglais pour vivre pleinement ma vie queer, tu comprends? Wow. Je trouve ça dommage 100%. que des personnes aient à se réfugier dans la langue anglaise parce que le français ou je sais pas, la communauté queer francophone n'est pas assez développée pour eux. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Ça fait complètement du sens. Complètement. Puis je trouve juste ça dommage, puis j'espère que ça change. Je veux que ça change. Je veux qu'un jour, il y ait un mot francophone pour queer. Exactement. Puis je veux qu'on trouve un mot français pour queer. On va l'inventer. Je veux que ça se développe. Exact. On va se laisser un peu de temps, puis on va trouver, c'est ça. on va trouver le bon mot. On doit le faire si on veut. Encore, ça embarque dans la survie du français. Exactement. Si on veut s'épanouir pleinement en tant que francophone, il faut qu'on mette les termes là où il faut. Comme on dit ici, là, à Orléans, il faut mettre les accents là où il le faut. Okay? Sur Orléans, il y a un accent. Les anglophones ont beaucoup essayé de nous l'enlever, mais on a réussi à l'avoir officiellement sur le nom de la région Orléans. Mais écoute, il faut mettre les termes là où il faut. Il faut mettre le français sur le terme queer. Il faut mettre juste la francophonie dans notre queer-ité. Je sais, ça sonne weird parce qu'on n'a pas le mot en français. Fait qu'il faut qu'on trouve le mot en français. Il faut qu'on trouve les termes francophones qui nous définissent. T'sais. Nice. C'est l'heure de la dernière question. Oui, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour toute la discussion. En général, c'était vraiment inspirant. Inspirant, motivant, puis juste plaisant. Merci d'avoir accepté de nous parler. C'était un grand plaisir, c'est super le fun. Cette conversation, j'ai vraiment adoré. T'es notre premier franco-ontarien, ça regarde ça. Je pense. Je suis pas mal sûre, en tout cas. Donc, c'est ça, on arrive à la dernière question. Comme le titre de l'émission, CTRL-Z, c'est quand on appuie dessus un clavier d'ordinateur pour effacer afin de mieux refaire. Qu'est-ce que toi, si tu pouvais appuyer CTRL-Z, tu changerais? Tu sais quoi, moi, je changerais rien de définitif. À quoi je réponds de comme fucker up le monde, puis que ça soit irréversible, puis que comme je fasse des dommages irréversibles à la Terre.
Fait que je ferais un petit expériment, tu sais, je ferais une expérience, puis je dirais, qu'est-ce qui se passerait si ce serait les Français qui avaient gagné la guerre de 7 ans contre l'Angleterre? Qu'est-ce qui arriverait si les Français étaient devenus, dans le fond, le peuple majoritaire en Amérique du Nord? Pensez un petit peu. Si les Acadiens avaient jamais été déportés, si Nouriel avait jamais été pendu, si il n'y avait jamais eu le règlement 17, imagine qu'est-ce qui se serait passé. Comment différent le monde serait. Est-ce que les États-Unis d'Amérique existeraient même? Yeah! Est-ce que le Canada existerait? On serait quoi? Est-ce qu'on serait juste encore la Nouvelle-France? Moi, c'est quelque chose que des fois, je pense, je me dis, à quoi ressemblerait une Amérique majoritairement française? Puis j'y pense. J'y pense, puis je me dis, tu sais, on ne pourrait jamais savoir, mais c'est le fun d'y penser des fois. Regarde, s'il y a des cinéastes qui veulent faire un sci-fi historique, moi, je regarderais ce film. Le film de l'Amérique française. Phil Como! Oui, c'est ça. Ah oui. Phil Como, si tu nous écoutes. Ça vient de me donner une freaking bonne idée de film cinématique. Wow, c'est super, ça. There you go, regarde. Si tu veux travailler sur ce projet-là, moi, j'ai quelqu'un à te conseiller. C'est Madame Doherty de Louisiane. Rachel. Oh mon Dieu, encore mieux. Rachel Doherty de Louisiane, quand on lui a posé la question, elle nous a dit, moi, ce que j'aimerais annuler, c'est la vente de la Louisiane de Napoléon aux Américains. Oh. Yeah. Puis voir qu'est-ce que ça fait. Ça, on est dans le même vibe, là. Alors, ça va main en main avec ce que je viens de dire, fait que je t'adore. Vous pouvez dire ça, je t'adore, OK? J'adore ça, j'adore cette réponse-là. Merci beaucoup, Phil. Si les personnes veulent te suivre, veulent découvrir qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Vous pouvez me retrouver à commercial Appelez-moi Phil sur tous les réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, c'est Appelez-moi Phil, collé ensemble, right? Pas d'espace, juste Appelez-moi Phil, collé ensemble. Puis je suis Appelez-moi Phil partout. Écoute, venez me suivre n'importe où. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Je fais pas vraiment TikTok, pas encore. Bientôt peut-être. Mais ouais, venez me suivre partout. Appelez-moi Phil. Puis j'ai hâte de vous retrouver là-bas. Puis merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'ai à dire. Je sais que je suis partout, je suis everywhere, mais écoute, je suis de même, puis comme, deal with it, là. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est ça. Ouais, je vous aime. C'était parfait. Eh ben, merci beaucoup. On va te faire un gros bisou, comme on dit en France. Et oui, gros bisous. Oui, les traditions franco. et du coup, on se retrouve assez rapidement. Je pense qu'on risque de discuter bientôt, encore une fois. Ce sera cool. Yeah, garde-nous vraiment le fun de à vous parler, jour sur guys, tes prochains projets. Oui, of course. Puis honnêtement, je dois vous dire, vive l'Acadie, juste vive les francophones en général. On est tellement forts. Puis comme je vais tellement venir en Acadie comme bientôt. Good. Je vous le dis, ça va arriver parce que j'adore l'Acadie. Puis écoute, je suis super content d'être sur un podcast acadien. C'est juste trop cool. Puis en tout cas, je vais le partager partout parce que j'adore l'Acadie. Puis j'adore les podcasts acadiens. J'adore les gens acadiens. J'adore juste l'Acadie, point. C'est ça. L'Acadie, point. Je suis tellement fanboyé, je sais, mais... C'est correct. On le prend. On prend. Merci beaucoup, Phil. À bientôt. Bye. C'est un plaisir. À bientôt. Puis bye à tout le monde. All right. Ça, c'était nice. C'était vraiment bien. Cool. Je suis vraiment contente. Un fervent. On s'est parlé à travers un autre podcast par la Self, ACELF. Yes. Si jamais il y en a qui veulent aller écouter ça, où on a échangé avec aussi un autre créateur. C'était toutes des personnes franco-canadiennes. Donc, on s'est juste rencontrés en virtuel pour l'instant. Peut-être un jour en personne, mais... Vraiment intéressant. C'est très motivant. Puis, merci beaucoup à Phil d'avoir passé ce temps-là avec nous. Oui. Il est assez tard, donc du coup, nous, on va se laisser. Oui. Il y a des pâtes ce soir au menu. Semaine prochaine, changement de programme. Oui. Donc, c'est une semaine très occupée pour nous deux, pour plein de raisons. Mais entre autres, il y a la Journée internationale des droits des femmes. Puis, il y a plein d'activités culturelles dans lesquelles on est impliqué. Yeah. Donc, pour donner un show de qualité, on a décidé de décaler ça un petit peu. Puis, on va se retrouver samedi prochain. Détail à être publié, mais voilà, donc on se... Sûrement plus tôt. Oui. 16h. Oui, ce sera un peu plus tôt en journée, puis ce sera samedi. Donc, on prendra ça chill, puis ce sera une discussion certainement enrichissante. Yes. Et l'invité, on annoncera. On annoncera pour faire ça. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Que vous ayez écouté en podcast, que vous ayez regardé en vidéo sur YouTube ou que vous soyez en direct avec nous. N'oubliez pas de nous soutenir. Gabriel nous dit bonne soirée de Yellowknife. Merci. Oh, cool. Yellowknife, c'est pas tout à côté, ça. Ouais, non.
cool. Et oui, originaire de la Hainaut, on le sait, quand tu peux placer Pomcat sur une carte. Ouais, oui. On va se laisser là. Merci tout le monde. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.